Super. Bienvenue à toutes et à tous. L'inclusion, à ne pas en douter, est une thématique importante, puisque pour ce colloque, nous avons dû constituer, et nous en sommes désolés, une liste, oui, un peu plus fort. Nous avons dû constituer une liste d'une quarantaine de personnes en attente d'une place. Donc c'est vous dire que nous avons déjà un premier succès, c'est un successful. Je vous garantis que la fois prochaine, nous serons beaucoup plus ambitieux. Merci à vous d'être présents. En juin 2014, l'Assemblée générale de la Ligue des familles a décidé de faire de l'inclusion un de ses engagements prioritaires. Alors, je voudrais jeter un coup d'œil très rapide dans le rétroviseur après un an pour vous faire comprendre les moyens que nous avons mis en place, que nous avons mobilisés pour répondre à nos ambitions, et ce, de façon transversale dans notre association. Premièrement, c'est un peu le thème du jour. Nous avons un service études et actions politiques qui a créé un poste de chercheur pour étudier et prendre en charge ces aspects d'études et actions politiques de l'inclusion. Nous avons en deuxième, je pointerai parce que ce n'est qu'une partie de ce que nous faisons, en deuxième lieu, je pointerai que la dynamique se décline aussi en éducation permanente. Ce sera le sujet, par exemple, de notre campagne 2015, qui démarrera à partir de septembre et s'adressera évidemment au grand public. Troisièmement, l'inclusion est traitée de façon régulière dans nos médias, puisque nous avons créé une rubrique dans notre magazine Le Ligueur à propos de l'inclusion. Quatrièmement, nous sommes en train de développer une offre de service babysitting qui sera adaptée aux enfants en situation de handicap, ce qui nécessitera quand même des moyens importants et particulièrement en ce qui concerne la formation des babysitters. Cinquièmement, nous avons impliqué l'ensemble du personnel de la Ligue en donnant une formation, en les sensibilisant à la thématique. Bref, vous le constatez, nous agissons à tout niveau et nous continuerons à le faire. Un des axes de l'inclusion sur lequel nous sommes assez sensibles est celui de l'expérience de vie commune des enfants, c'est-à-dire mettre les enfants qui ne sont pas en situation de handicap face ou en vie commune avec des enfants en situation de handicap. Parce que nous savons que c'est la clé de l'avenir de l'inclusion, que de confronter, on parle de confronter, nous ne sommes pas, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas de sensibiliser l'enfant qui n'est pas en situation de handicap à cette différence et lui faire comprendre que par cette différence, à travers cette différence, il y a une richesse énorme pour lui. Je souhaite que ce premier colloque, donc j'ai été bref, vous avez vu, je souhaite que ce premier colloque soit à l'image de l'enthousiasme de l'équipe, des équipes de la Ligue des familles, et particulièrement celle de Delphine Chabert, soit à l'image de cet enthousiasme que nous avons à soutenir cette thématique au sein de notre association. Je vous remercie. Ah, pas le même gabarit.
Alors, juste un petit test. Ok, ça va. Donc, pour prolonger la présentation qui vous a été faite par Patrick Binot, donc directeur général de la Ligue des familles, je suis également très heureuse de vous accueillir ici, surtout dans cet endroit. Vous avez vu, on a un cadre assez agréable pour travailler aujourd'hui. Je remercie toute l'équipe du musée Hergé et tout le travail qu'ils font en termes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Et j'espère que ce cadre inspirera des débats fructueux pour toute la journée. Je voudrais revenir un peu, sans revenir à l'époque des dinosaures, peut-être à une question qui est à l'origine de tout notre engagement et de toute notre action en matière d'inclusion et d'intégration du handicap dans toutes les actions de la Ligue des familles. À l'origine de cette question, il y a une question apparemment toute bête, mais une question qu'on a abordée de manière sincère et honnête, une question qui est issue de mon expérience personnelle par ailleurs et qui a été confirmée par l'expérience de mes collègues. Cette question est, mais où grandissent les enfants différents? Avant de travailler sur ces questions-là, on disait différents. Et puis notre vocabulaire a évolué au fur et à mesure qu'on maîtrisait un peu les concepts liés à l'inclusion et au handicap. Et donc, où grandissent les enfants différents? Quand j'étais à l'école maternelle, aucun enfant un peu timide, un peu renfermé sur lui-même ou avec des comportements parfois étonnants, dont la maîtresse aurait expliqué à l'école, tiens, cet enfant est autiste, il est parmi nous. En classe primaire, aucun enfant privé de la vue, aucun enfant privé de la parole, aucun enfant à mobilité réduite. Ça s'est poursuivi dans ma scolarité et celle de mes collègues dans le supérieur, dans mes activités extrascolaires, à l'académie de musique ou à mon cours de danse. Pas d'enfants différents. Plus fort. Donc je vais relever le micro, voilà. Aujourd'hui encore, je prends les transports en commun, pas beaucoup, mes collègues le savent, mais quand même ça m'arrive. Très très peu de personnes en situation de handicap. Pas grand monde à aider pour monter ou descendre du bus. Pourquoi? Tout simplement parce que ces personnes ne sont pas là. Alors, elle est là la question. Où grandissent et où vivent les personnes en situation de handicap? Et ces questions, cette petite question toute simple en apparence, en appelle beaucoup d'autres, beaucoup plus lourdes, qui sont le fondement, le soubassement de toute notre réflexion et de notre engagement. Qui fait société aujourd'hui? Qui a le droit d'être dans la société? Qui a le droit d'exclure un autre de la société? S'ils ne sont pas là, c'est qu'ils sont exclus, mais où sont-ils? Ils sont cachés. Quelle est la norme? Qui est handicapé? Quels efforts raisonnables peut-on faire pour accueillir tout le monde? Et puis au fond, doit-on accueillir tout le monde? Et enfin, dans quelle société voulons-nous vivre? On le voit, cette question du handicap dépasse la question des personnes elles-mêmes en situation de handicap parce qu'elle parle des différences, elle parle de nous, elle parle de notre société. Je reprends cette phrase de la première étude que nous avons produite à la Ligue des familles, qui était signée par Olivier Bailly, et qui dressait un peu un état des lieux de la question et quelle peut être la valeur ajoutée de la Ligue des familles sur cette question-là. Alors, pour répondre à toutes ces questions, qui sont des grandes questions, je pourrais résumer un peu notre positionnement de cette manière-là. Nous avons fait des choix. Nous sommes forts d'une double conviction que nous partageons avec vous, j'en suis sûre, et nous nous engageons. Des choix. La première, pour une approche sociale du handicap, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'emblée, nous avons réfuté cette approche médicale du handicap qui réduit la personne à ses déficiences. Je parle à un public de personnes averties. Je ne vais pas développer ça. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le choix de cette approche et de cette définition, une approche sociale du handicap qui est évidemment en conformité avec la Convention ONU d'ailleurs sur les personnes en situation de handicap. Ensuite, une double conviction. L'inclusion, c'est l'affaire de tous et de toutes. Elle ne concerne pas que les personnes en situation de handicap. Précisément, si on a cette approche sociale, alors on va se questionner sur quelle est la rencontre en cet environnement dont je fais partie,
et la personne qui est en situation de handicap. Ça n'est pas que dans un sens, ça doit être dans les deux sens. L'environnement doit s'ouvrir, ça va être toute la question des aménagements raisonnables dont on va parler aujourd'hui, et la personne aussi doit s'ouvrir à cet environnement. C'est une vraie rencontre et nous voulons participer à cette rencontre, et il nous semble que cette rencontre concerne tout le monde. On a tous quelque chose à faire par rapport à ça. Autre conviction, l'inclusion, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et ça renvoie à ce que je disais en introduction, à quel projet de société on veut. Ça renvoie, c'est dans l'intérêt de tout le monde, des personnes concernées au premier chef, qui sont écartées, très souvent exclues de toutes les formes d'organisation sociale commune. Mais c'est dans l'intérêt de tout le monde, de moi, de mes enfants, de tous les enfants de l'école, qui ont intérêt à partager leur vie, leur expérience scolaire, de grandir avec des enfants qui ne sont pas comme eux. Et alors, troisième chose, s'engager dans un projet de société inclusive. C'est pour nous défendre un projet de société qui n'est pas celui d'une mosaïque arc-boutée sur ses normes et qui exclut à la moindre incapacité, puisqu'on parle vraiment de capacité et d'incapacité. Ça vaut pour le handicap, bien sûr, mais ce qui est important pour nous, c'est que ça vaut également pour toutes les autres formes d'exclusion. Excusez-moi, mais ce micro chute. Toutes les autres formes d'exclusion, qu'elles soient économiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociales, générationnelles, religieuses. Et donc notre approche de l'inclusion est partie de la question du handicap, mais elle est bien plus large et on veut s'ouvrir à un projet de société qui permet à chacun d'avoir une place en fonction de sa différence. Alors des actions, comment on fait pour répondre à toutes ces grandes questions et pour participer activement à ce projet de société inclusive? Je ne vais pas développer puisque Patrick a déjà brossé en grande ligne ce qu'on fait. Informer, faire connaître, c'est une des premières missions de la Ligue des familles et ce sont nos médias et en premier notre média principal qui est le Ligueur des parents, qui a depuis le 1er janvier ouvert une rubrique permanente, c'est un numéro sur 2, une rubrique permanente qui retrace des projets d'inclusion réussis ou si pas réussis, qui nous informent sur comment aller vers cette société inclusive. Cette rubrique s'appelle « Chez nous, c'est chez eux ». J'ai toujours du mal à le dire, mais voilà, je viens de réussir, je suis très très contente. Offrir un service de répit, Patrick en a parlé, un babysitting pour tous, donc pour les enfants en situation de handicap. J'attire l'attention sur la manière dont on a développé ce service qui sera offert aux parents à partir de septembre 2015. Ce service a été fait suite à la consultation d'une dizaine de rencontres décentralisées avec des parents d'enfants en situation de handicap qu'on a questionnés, avec qui on a débattu sur quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes, comment construire un service qui répond au mieux à vos besoins. Et c'est un projet magnifique qui est porté avec beaucoup de compétences et d'enthousiasme par Dominique Lecomte, qui est la responsable de ce service. Créer une culture professionnelle, Patrick l'a dit, nous avons formé et sensibilisé tous les travailleurs de la Ligue pour partager un langage commun, des référents communs sur qu'est-ce que c'est que l'inclusion, qu'est-ce que c'est que le handicap, comment définir le handicap, qu'est-ce que sont les aménagements raisonnables. Sensibiliser toutes les familles, ça c'est, je pense, une des missions essentielles. Je rappelle que nous sommes un mouvement d'éducation permanente et comme Patrick le disait, ce sera le thème de la campagne qui sera lancée en septembre 2015. Porter des revendications, c'est tout ce travail de lobby. On est en train de travailler un cahier de revendications. Cette journée va nous y aider. On y travaille activement, François et moi. Et puis, créer et diffuser des bonnes pratiques. C'est précisément ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et ce pourquoi on vous a invité. Nous avons réalisé, François Berthaud a réalisé une enquête qualitative au sein des écoles même pour comprendre, approcher, aller au cœur du processus d'inclusion et voir quels sont les points forts, les leviers, qu'est-ce qui a aidé à la réussite de ces projets et quelles sont les difficultés et comment les surmonter. Alors pourquoi une école inclusive? Je l'ai dit, la Ligue des familles s'engage pour défendre un projet de société inclusive. Un projet de société inclusive ne se résume pas à l'école. Il y a évidemment bien d'autres situations d'exclusion et la situation des enfants de secondaire, de supérieur
et des adultes en situation de handicap est bien préoccupante. On est tout à fait conscient de ça. On sait les difficultés qui sont vécues par les familles par rapport au manque d'infrastructures, d'accueil de qualité et accessibles. On n'est pas du tout indifférent, mais il fallait commencer par quelque chose. Nous avons décidé de commencer par travailler sur l'école, puisque c'est un peu là que tout commence, même s'il y a déjà des exclusions avant, à la crèche, dans le préscolaire, mais l'école nous semble être un endroit où on peut agir et changer quelque chose. Pourquoi on travaille sur l'école inclusive? Aussi parce qu'il nous semblait qu'on ne pouvait pas rester indifférent à des situations scandaleuses. Le journal La Libre, hier, rapportait les résultats du rapport du Centre interfédéral de lutte contre l'égalité des chances, pour l'égalité des chances, excusez-moi. Joli lapsus. Et qui disait que, on le sait, mais qui le rappelait, et c'est quand même, ça ne peut que nous interpeller, le handicap est la première source de discrimination à l'école. C'est intolérable. Autre chose, et ça on le savait déjà, des situations scandaleuses, ce sont des enfants, des orientations, mauvaises orientations d'enfants dans l'enseignement spécialisé qui ne devraient pas être dans cet enseignement-là. Et je pense aux enfants précisément à ceux qui vivent dans des situations de pauvreté. On a une surreprésentation des enfants issus des classes sociales défavorisées dans l'enseignement spécialisé. Des enfants aussi qui vivent dans des familles d'accueil, qui sont surorientés dans l'enseignement spécialisé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que dans les familles en situation de pauvreté, il y a plus d'enfants en situation de handicap? C'est pas possible. Est-ce que dans les familles d'accueil, dans les enfants qui vivent en famille d'accueil, il y a plus d'enfants en situation de handicap? Non. Donc là, on est vraiment face à un système qui dysfonctionne. Attendez, je regarde. Qui dysfonctionne, et autant dans l'enseignement spécialisé que dans l'enseignement ordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un enfant pauvre, un enfant vivant en famille d'accueil, un enfant sourd, un enfant autiste, un enfant dyspraxique, dyslexique, dysorthographique, dyslexique, tout ça? Ce qu'ils ont en commun, c'est la différence. Et ce qu'ils partagent, c'est de ne pas être conforme à une norme. Et ce qui n'est pas dans la norme n'est pas ordinaire. Et traduit dans le système scolaire, ça veut dire orienté dans le spécialisé. Comment peut-on tolérer un système qui dévoie à ce point ses propres structures, c'est-à-dire qui dévoie la mission première de l'enseignement spécialisé, qui n'est pas d'accueillir des enfants en situation de pauvreté, qui auraient des difficultés liées à des situations sociales, et qui malmène les enfants à ce point. Nos enfants sont malmenés par le système scolaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui dans son ensemble. Pour une école inclusive aussi, parce que là je parlais de l'enseignement spécialisé, si on s'attarde 2 secondes sur l'enseignement dit ordinaire, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand, et on l'entend de plus en plus de 10 enfants par classe aujourd'hui, en moyenne, sont suivis chez un logopède. Ça doit questionner quand même fameusement le travail des enseignants. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que chaque enfant, enfin on pouvait le dire déjà hier, mais l'évolution nous le démontre encore plus, chaque enfant est à besoin spécifique. Tous les enfants ont besoin d'un accueil et d'un accompagnement individualisé dans l'école, et ce, dans un cadre collectif. Alors là, attention, comprenez-moi bien, je ne tire pas à boulet rouge sur les enseignants de l'enseignement ordinaire qui ne feraient pas ce travail-là. Certains le font du mieux qu'ils le peuvent. Ce que je questionne, c'est les défaillances d'un système, et ce n'est pas le désengagement de ses acteurs, en premier des enseignants, soyons clairs. Et ça n'est pas la démarche de la Ligue de pointer tel ou tel acteur, de donner des bons ou des mauvais points. On est plutôt là pour comprendre qu'est-ce qui dysfonctionne dans le système et comment, par des actions modestes, concrètes, pragmatiques, on va pouvoir essayer d'aller vers un système plus efficace et plus généreux et accueillant avec ses enfants. Alors, aujourd'hui, et donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est un peu le soubassement de toute cette journée, c'est vous présenter les résultats de cette enquête dont j'ai parlé, réalisée par François, qui est de suivre au plus près
l'intégration, puisqu'on va utiliser le terme intégration, puisque là on renvoie au décret, mais François en parlera, je vais pas vous embêter avec ça. L'intégration d'enfants en situation de handicap dans des écoles ordinaires. Et donc là, notre objectif est très clair, c'est de favoriser les intégrations. C'est-à-dire qu'à partir de cette enquête, qui, et je vous le dis d'emblée, il n'y a rien de spectaculaire, et ça n'est pas dévaloriser le travail de François, bien au contraire, il n'y a rien de spectaculaire. Par contre, ce que ça renforce, ça renforce des messages connus qui doivent vraiment guider notre action pour qu'il y ait plus d'inclusion dans l'enseignement ordinaire. Et surtout, peut-être nous mettre en perspective que comment, et là on est plus à moyen voire à long terme, repenser un enseignement qui soit structurellement inclusif. On n'est pas là pour dire qu'on veut la mort de... Je suis embêtée avec ce micro, excusez-moi, mais... Qu'on veut la mort de l'enseignement spécialisé, pas du tout, mais peut-être revoir l'articulation entre les deux et faire en sorte que cet enseignement soit complètement inclusif. Ah oui, alors attendez, il faut quand même que je vous présente rapidement. Donc ça, ce sont les deux objectifs de la journée. Comment on va essayer d'atteindre ces objectifs? Ce matin, la matinée sera consacrée à la présentation des résultats de l'enquête par François Berthaud, qui a réalisé cette enquête. Ensuite, nous laisserons une part importante, et ça nous semblait vraiment important, à des témoignages, partir du vécu de certains acteurs, que ce soit des parents, que ce soit des enseignants, que ce soit des PMS, sur quelle est leur réalité au quotidien par rapport à des inclusions, intégrations dans l'école. Et nous aurons une deuxième partie de journée, l'après-midi, qui sera de matière très pragmatique, orientée sur comment, vu que l'objectif est de favoriser les intégration et qu'il y en ait plus, comment travailler avec l'élève, comment travailler avec les parents, comment travailler avec les équipes éducatives. Et nous aurons 3 tables rondes successives que vous pourrez écouter, et des temps assez longs seront prévus au débat, aux questions, pour réagir avec vos intervenants. Pour conclure, je voudrais remercier tout d'abord François Berthaud, mon collègue qui est du service d'études, qui est responsable des questions inclusion et handicap à la Ligue des familles. Le remercier pour la qualité de son travail, notamment pour l'enquête et pour son implication dans l'organisation de cette journée. C'est vraiment la cheville ouvrière de cette journée. Et si c'est une réussite, c'est en grande partie grâce à lui. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants qui nous soutiennent, qui participent à nos recherches, qui nous accompagnent et qui se sont rendus disponibles aujourd'hui. Je remercie aussi le musée Hergé qui nous accueille. Et je vais passer très vite la parole à Sandrine Greiner de la SBL Inclusion, qui très rapidement, en 2 mots, va vous présenter l'exposition qui est, aidez-moi, juste là, hein, c'est ça, juste dans le couloir sur la droite. Une exposition que vous pouvez visiter, qui nous semblait importante qu'elle soit présente dans notre travail, puisqu'elle enrichit tout ce travail par une approche sensible qui parfois est bien plus efficace que tous nos grands discours. Voilà, je vous remercie pour votre attention.